D'abord, un promoteur immobilier, c'est celui qui conçoit, qui met en place tout un programme immobilier. Son rôle, c'est de permettre à loger évidemment les concitoyens. Et son rôle aussi, c'est de permettre de gérer l'architecture d'un programme immobilier. Parce que dans un programme immobilier, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord l'acquisition du foncier. Après l'acquisition du foncier, il y a les études qui sont réalisées par d'autres personnes, notamment les géomètres. Après les géomètres, vous avez les ingénieurs VRD. Après les ingénieurs VRD, il y a les urbanistes. Et les urbanistes, après les architectes. Donc c'est toute cette architecture-là qui permet de sortir un programme immobilier qui est fiable et viable, qui permet de créer un cadre de vie décent. Alors, notamment, je le dis toujours, pour que le programme puisse réussir, il faut que chacun joue son rôle. Chacun a un rôle bien défini et ce sont des professionnels, chacun dans son domaine. Alors, ceci dit, nous, en tant que promoteurs immobiliers, notre rôle, nous le jouons et nous participons avec notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à la mise en place d'un cadre pour pouvoir réduire le déficit de logement qui est estimé selon la Banque mondiale à 400 000 et selon nos statistiques à 500 000 et qui croît chaque année de 10%. Alors, pour faire cela, nous avons dit l'enjeu était important et il était très important pour nous de nous organiser, et pour que nous puissions mutualiser les risques et créer ensemble des conditions de sorte que nous puissions faire des économies d'échelle et travailler ensemble. On dit très souvent que c'est l'union qui fait la force. Donc c'est ce qui a motivé en fait notre regroupement en chambre. Et la Chambre des promoteurs et consultants agréés de Côte d'Ivoire, vous entendez très bien que c'est une chambre qui regroupe non seulement les promoteurs, mais aussi tous ceux qui font partie de la chaîne de production des logements, notamment les constructeurs, les architectes et même tous ceux qui font partie de la chaîne de la structuration du financement. Donc on s'est dit, bon, ensemble, travaillons ensemble, mettons ensemble nos efforts. On dit que c'est vrai, seul on va loin, mais quand on est plusieurs, on va encore plus loin. Donc c'est dans cette optique-là que nous avons décidé de créer la chambre et c'est dans cette dynamique que nous faisons très souvent des ateliers de formation. Nous avons constaté, lorsque nous avons commencé à être promoteurs, qu'il y avait beaucoup de lotissements anarchiques. Il y avait des constructions un peu partout. Les règles d'urbanisation n'étaient pas respectées. Il n'y avait pas beaucoup de promoteurs. Il y avait agréés, je veux dire, il y avait des promoteurs de façon anarchique. Ça avait lancé un discrédit sur la profession. Nous nous sommes dit qu'il était mieux de réglementer et respecter les cahiers des charges du ministère. Vous savez, nous avons un ministère de tutelle qui a des règles. Et ces règles, il faut les respecter. Vous voyez de temps en temps des immeubles qui s'écroulent de gauche à droite parce que les gens ne respectent pas la réglementation, le permis de construire, les gens ne respectent pas. Donc, on a dit ensemble, mettons-nous dans un cadre professionnel, agréons nos structures, et le ministère a mis un cadre justement pour les agréments. Et vous avez des constructeurs et vous avez tous ceux qui rentrent dans ce cadre-là. Donc on a dit, bon, créons plutôt de pôles urbains, sortons de tout ce qui est construction anarchique, dans les talvecs, et ainsi de suite. Si nous créons des pôles urbains, des grandes parcelles, nous mettons ensemble nos efforts pour structurer nos financements, structurer nos constructions, on va amener à l'industrialisation de la production des logements. Ça va baisser les coûts et il y aura, comme on appelle, des usines qui vont être faites par rapport à la mise en place de la fabrication des matériaux de construction. Bon, on va s'en sortir. Donc, en fait, vous comprenez très bien que quand le bâtiment va, tout va. Mais encore que notre rôle, c'est de nous organiser pour que tout aille pour le mieux. Alors déjà, l'État, il faut bien expliquer que construire un logement, c'est l'aboutissement de tout un processus.
comprenez, on peut construire 100 000 logements si on ne tient pas compte des règles élémentaires, ça ne sert à rien. Vous voyez certains quartiers d'Abidjan, je ne vais pas en citer, lorsqu'il pleut, on ne dirait pas qu'on est à Abidjan. Ce n'est pas le but du jeu. C'est vrai qu'on doit faire de la quantité, mais de façon qualitative. Donc, il y a toute une réglementation et beaucoup de règles en matière d'urbanisme, en matière de construction et en matière de logement. Et c'est très important. Il y a un plan directeur qui est en place, il y a toutes sortes d'études bien pensées qui entourent une opération et surtout un programme d'envergure. Le constat a été fait lorsque le président de la République, Alassane Ouattara, qui a pris le pouvoir en 2010, il a été constaté un déficit chronique de logement. Ce déficit chronique de logement se chiffre aujourd'hui, selon la Banque mondiale, à 400 000. Nous sommes à 500 000 et majoritairement à Abidjan. Et ces 500 000 se creusent chaque année de 10% à peu près. Donc, le programme a été lancé. Avant de lancer le programme, nous avons mené toute une série d'études statistiques autour pour comprendre quels sont réellement les enjeux et quelles sont les difficultés. Les difficultés se situent autour du foncier. Les difficultés se situent autour de la structuration du financement et la mise en place d'un cadre de fiscalité et d'exonération qui rend le programme alléchant. Et aussi la formation qui va avec, parce qu'il faut beaucoup de main-d'œuvre qualifiée pour la mise en place de ce programme. Alors, la première phase, d'abord, il fallait créer la demande, créer l'intérêt, mettre en place un mécanisme de sorte que les gens puissent s'inscrire et comprendre le mécanisme qui est en place. Donc ça, c'est la demande. Et la demande, aujourd'hui, est là. C'est pour ça qu'on parle de déficit. Et par la suite, créer l'offre. C'est ce que nous sommes en train de créer. Mais ça a eu des programmes d'envergure. Ce n'est pas 100 logements, 200 logements. Nous constatons, évidemment, des difficultés. Personne ne peut nier, je le dis très souvent, il y a des difficultés. Et ces difficultés, nous sommes en train de les résoudre à notre manière, évidemment en nous appuyant sur les instructions et le coaching du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui est dans notre ministre de tutelle, M. Bruno Nabagné-Koné, qui en a fait son cheval de bataille, qui a mis en place des procédures, qui a créé une direction même des grands logements, des grands projets, pardon. Et cette direction des grands projets a pour rôle, justement, de créer des programmes d'envergure. 15 000 logements, 20 000 logements, 200 000 logements, et ainsi de suite. Il y a eu un blocage dans la production des logements parce qu'il fallait rendre fluide, en fait, le roulement. C'est-à-dire que le mécanisme qui avait été mis en place à l'époque pour la structuration du financement a bloqué à un moment donné. Lorsque le programme a été lancé, le foncier avait été mis en place, tout ça. Les études, comme je dis toujours, ont fait l'objet, comme on appelle, de structuration par le ministère et tout ça. Mais ce qui a bloqué réellement le programme, parce qu'il y a quand même beaucoup de techniciens dans notre domaine, il y a des ingénieurs, il y a tout le monde, c'est pas ça qui est le problème. Ce qui a bloqué réellement le problème, c'est la structuration du financement. La structuration du financement, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un programme de développement. Il ne s'agit pas d'un programme commercial où on vient s'enrichir rapidement et on s'en va. Non, c'est un programme long terme. Donc les banques qui doivent suivre justement ce programme, ce sont des banques de développement et non des banques commerciales. Alors, je vais expliquer rapidement pour qu'on comprenne. Parce que tout simplement, ceux qui sont, comme on appelle, ceux qui sont appelés à être servis par ce programme-là, ce sont ceux qui sont dans des cas de précaires, que nous appelons ceux qui ont des faibles revenus. Alors, pour cela, il faut penser un mécanisme qui leur permet d'avoir une maison tout en
tout en ne les empêchant pas de vivre. Alors, une banque classique a ses procédures. Il y a la quotité cessible qu'il faut respecter. Il y a aussi, d'abord, il faut être bancarisé. Et tout ceci a permis de bloquer un bon nombre. Parce que quand on regarde notre programme, qui est un programme social pour le gouvernement, ce programme social, c'est 80% des gens qui sont ciblés par ce programme social-là, malheureusement pour nous, sont dans le secteur informel. Donc, pensez à un mécanisme de financement pour ce secteur informel. Maintenant, ceux-mêmes qui sont dans le secteur formel, qui ont un compte, qui ont des revenus dans les banques de façon régulière, il faut que ceux-là aient une quotité cessible qui leur permet d'avoir un logement sur un certain nombre d'années. L'État y a réfléchi, hein. Ils ont mis en place des mécanismes, des leviers notamment, le compte de mobilisation pour l'habitat qui est le CDMH, le fonds de soutien de l'habitat, ainsi de suite. Mais malheureusement, ça n'a pas suivi parce que les taux d'intérêt dans les banques freinent beaucoup de personnes qui veulent des logements tout de suite. Alors, on a réfléchi. D'abord, le déficit de logement est trop. Pour réduire ce déficit, l'objectif pour nous est de loger les Ivoiriens. Mais tous les Ivoiriens ne peuvent pas être propriétaires tout de suite. Donc, il y a trois options. Il y a le locatif, il y a la propriété tout de suite directe, là, l'acquisition directe, et puis il y a la location-vente. On a réfléchi. Ceux qui sont dans le secteur informel, il faut bien les amener à avoir un logement, mais les banques ne peuvent pas suivre. Donc réfléchir avec l'État comment mettre en place un fonds de garantie pour les soutenir, pour garantir un peu les crédits qu'ils prendront avec l'État. Travailler avec les systèmes de financement décentralisés et les microfinances, ainsi de suite. Ce sont des systèmes qui s'approchent de la population. Donc on travaille dessus. Et même parmi les fonctionnaires, il y a près de 60% qui ont des salaires autour de 150 000. Oui, la quotité cessible ne leur permet pas d'avoir un logement décent. Or, dans notre métier, puisque nous accompagnons l'État, nous sommes du privé et nous avons un accompagnement aussi institutionnel de l'État. L'objectif pour nous est de minimiser le risque vis-à-vis de nos bailleurs de fonds. Alors, minimiser le risque sous-entend que la construction est bien faite et la commercialisation aussi est bien faite. Si nous n'avons pas ces deux aspects, on ne peut pas mener une bonne opération. C'est pour ça que nous avons réfléchi. Nous avons demandé à notre ministère de tutelle, avec qui nous avons travaillé pendant un certain temps, pour la mise en place d'un vaste programme de location-vente et du locatif. Alors, ceci dit, l'État a quand même son rôle. Son rôle, c'est de nous aider à faire les VRD. Les VRD, ce sont les voiries, les réseaux divers primaires. Ce sont les amenés d'eau, les amenés d'électricité, ainsi de suite. Donc l'État y travaille. Et nous, notre rôle, c'est de construire les maisons et permettre à ceux qui vont y habiter d'être dans un cadre décent et dans un cadre qui leur permet de bien vivre aujourd'hui et demain. Donc notre rôle, ce sont des programmes de développement durable. Alors, on s'est dit, le modèle financier économique que nous allons proposer, qui va s'adapter aux ménages à faible revenu, parce que c'est ça, c'est le logement abordable. Et la cible, comme je dis, c'est le secteur informel pour nous, parce que le taux de bancarisation en Afrique subsaharienne, 80%, 20% pardon, et 80% ceux qui n'ont pas de compte en banque. Donc c'est ceux-là la vraie cible. Est-ce que vous comprenez? Or, à l'époque, vous vous rappelez, il y a eu des vastes programmes de location-vente, de la CECOJ, je pense peut-être qu'on va revenir dans la question, je FIA la CECOJ de 1960 à 80. Et malheureusement, en 80, il y a eu la conjoncture, après les ajustements structurels, ça a bloqué le processus. Donc nous devons repenser autrement, permettre à ceux qui vont acquérir les maisons par la location-vente
de ne pas payer l'apport initial. Parce que l'apport initial aussi coûte cher, bien évidemment. Ça permet aussi à ceux qui sont dans des conditions précaires, de faibles revenus, de ne pas pouvoir avoir accès, donc un blocage. Donc de ne pas payer l'apport initial, ni les frais de dossier. Il faut d'abord que nous, en tant que promoteurs, nous ayons la capacité technique et financière de construire des logements. Une fois que les logements sont construits, l'acquéreur prend possession et commence à payer ses loyers jusqu'à 25 ans. C'est ça qui va nous permettre de régler ce problème-là.